Voilà, comme ça c'est fait. Bonjour à tous pour ce nouveau séminaire qui est fait ensemble. Désolé du tout petit retard. On essaye de régler un petit problème de partage d'écran avec Delphine. On va trouver une autre solution. On va pas se laisser abattre pour ça. Alors, un passeur de diapo, un passeur humain de diapo. Voilà, dès qu'on a reçu sa présentation. Bon, je vais commencer à présenter en attendant, tout doucement. On est ravis aujourd'hui, en tout cas, d'accueillir Delphine Sicard pour ce webinaire de Kéfir Ensemble. Delphine est directrice de recherche à l'INRAE, euh, co-dirige à l'Université de Montpellier l'équipe ADEL pour adaptation, diversité et écologie des levures où elle mène des approches, par des approches génomiques, des études de la biodiversité et de l'adaptation des levures, en particulier aux pratiques fermentaires, hein, vin, pain, etc. Et c'est une précurseuse des approches participatives en sciences autour de ces questions de la fermentation. Donc, à titre personnel, moi, j'ai rencontré Delphine quelques années, parce qu'elle m'avait demandé d'être membre d'un jury, une thèse absolument passionnante, déjà de recherche participative sur la microbiologie du gouel, hein, cette préparation laitière de vaches pinoires, de lait fermenté. Il y a peut-être d'ailleurs un ou deux participants ce soir qui avaient fait partie de cette étude. Je sais qu'il y en a qui sont dans Kéfir ensemble. Euh, Delphine, donc, comme je disais, a mené des travaux très précurseurs en recherche participative autour de la fermentation, hein, et qui ont été une source d'inspiration importante pour le projet Kéfir Ensemble. Donc, il y a une phylogénie évidente entre ses travaux et les nôtres, en particulier son projet Bakery, hein, qui a quelques années, qui était une recherche collaborative entre plusieurs instituts de recherche, le réseau de semences paysannes et plus d'une trentaine de boulangers, paysans boulangers dans toute la France, qui étudiaient la diversité microbienne des levains et l'effet des pratiques, du terroir, de l'origine des céréales, hein, sur la diversité à l'intérieur des levains. Euh, donc toutes ces approches, évidemment, sont très, très pertinentes pour ce qu'on fait dans Kéfir Ensemble, hein, qui est un peu l'héritage de ces travaux. Et donc voilà, je leur remercie énormément d'avoir accepté de nous présenter ces approches autour du pain et du levain ce soir. Euh, je sais pas si tu as envoyé ta présentation. Du coup, on va essayer Ouais, je t'ai ta envoyé un lien présentation. WeTransfer avec Ok, deux présentations, une PowerPoint, une PDF si jamais. Bonjour à tous. En voilà. attendant d'avoir des images, je suis vraiment très heureuse de faire ce séminaire euh, ce soir. Ça charge. Ok, Ah, effectivement. c'est lourd. Parce que j'ai C'est mis du plein de lourd. photos. Euh, Alors attends, on va voir. Écoute, on va voir. Normalement, je pense que mais ça devrait je être peux bon. commencer en fait sans diapo si vous voulez. Bah écoute, lance-toi. Ok, parce qu'au départ, il n'y a pas forcément besoin de d'images. En tout cas, oui, c'est pas indispensable. Donc en fait, aujourd'hui, je j'ai choisi de vous présenter un projet de recherche participative qu'on a à l'heure actuelle autour des levains, qui a démarré en janvier 2024 et qu'on a appelé le vin de façon très très originale. Mais donc, avant de vous présenter le projet de recherche participative, je me suis dit que j'allais commencer par une introduction sur qu'est-ce qu'on sait, alors de façon très succincte, hein, sur les levains en tout cas, qu'est-ce qui est intéressant de savoir pour comprendre ce qui nous a amené à faire ce projet. Et dans un deuxième temps, de vous expliquer comment on a procédé pour faire émerger ce projet de recherche de façon participative, donc dans cette phase d'émergence de projet. Et enfin, de vous présenter le projet actuel qui a démarré que en janvier 2024
c'est-à-dire très récemment. Donc, je vous présenterai pas ici de résultats, mais plutôt des axes de recherche de ce nouveau projet et notre processus de travail. Alors, Donc, en fait, est-ce que vous voyez, je partage là? Vous voyez mon partage? Oui, on voit. Ok, ah ben super. super, merci, génial. Et si je fais un, je vais même faire ça mieux que ça, mode plein écran. Parfait. Ok, donc moi je verrai plus le chat, hein. Vous connaissez tous la règle, peut-être pas, il y a peut-être des nouveaux. Vous pouvez poser des questions dans le chat et puis on va les regarder un peu au fur et à mesure. Et à la suite du séminaire de Delphine, ben, on aura une demi-heure d'échange, hein, comme d'habitude pour ceux qui connaissent. Moi, du coup, non, je suis le passeur de diapo. Voilà, je te rends la Ok. parole, Delphine. Tu me dis quand Ouais, tu veux. donc du coup, je veux bien que tu passes la diapo suivante, s'il te plaît, Jean-Baptiste. Donc cette première diapositive, pour vous dire, si vous le savez pas déjà, hein, qu'il y a deux façons de faire des pains levés. Soit donc en mélangeant évidemment de la farine et de l'eau et en utilisant un ferment. Et ce ferment peut être soit une levure qui est la levure de boulangerie qu'on achète dans le commerce, soit un levain qui est simplement un mélange en fait de farine et d'eau habité naturellement par des bactéries et des levures. Je veux bien la diapositive suivante, s'il te plaît. Donc comment on fait un levain? Peut-être certains d'entre vous en ont déjà fait un. Donc c'est assez facile finalement. On mélange de la farine et de l'eau et on régulièrement nourrit son levain en rajoutant régulièrement de la farine et de l'eau à un processus qu'on appelle un rafraîchi. On nourrit finalement son levain. Et au bout de 5 à 10 rafraîchis, on a montré avec des boulangers, boulangères français qu'on obtient ce qu'on appelle un levain mature, qui est un levain qui bulle. Ah, il y a quelqu'un qui dit qu'il n'entend rien. Vous m'entendez? Oui, je pense que la Ah ouais, plupart. ok. On entend. On entendait. Ok. Donc qui bulle et qui est acide et qui constitue donc un levain mature avec lequel on peut commencer à faire du pain. Donc quand on veut faire du pain, en général, on rafraîchit son levain mère qu'on peut conserver au frigo à température ambiante selon sa pratique et augmenter son volume de façon à faire la quantité de pain qui convient. Et donc le levain qu'on utilise pour la panification, on l'appelle le levain tout point. Je veux bien la diapo suivante, s'il te plaît. Donc ici, juste les grandes étapes de la panification au levain, le processus très simplifié. Hein. Donc évidemment, la première chose qu'il faut faire quand on veut faire du pain au levain, c'est un levain. Donc il faut avoir chez soi à la boulange un levain mère, ou qu'on appelle aussi un levain chef. Le rafraîchir, comme je viens de vous le dire, pour obtenir un levain tout point. Et on va ajouter à ce levain tout point dans le pétrin, qui peut être manuel ou mécanique, de la farine, de l'eau, du sel et si on veut des graines, enfin voilà, selon le pain évidemment qu'on a envie de faire. Et donc après cette phase de pétrissage, on va laisser la pâte reposer pour une première phase de fermentation qu'on appelle en boulangerie le pointage. Donc au cours de cette phase de pointage, on peut être amené à faire des rabats de la pâte. Je ne vais pas vous préciser exactement tous les détails, je veux juste vous donner ici les grandes lignes du processus. Donc pendant cette phase de pointage, il y a une première fermentation qui se fait. Et donc ensuite, on va diviser la pâte qui est mise en fermentation là en masse. On va la diviser en pâtons et on va façonner les pâtons. Donc, vous voyez dans la photo en bas, là, des mains de boulanger en train de façonner un pâton. Il y a plein de façons de façonner son pâton. Et une fois que le pâton est façonné, on va le laisser reposer pour une deuxième phase de fermentation qu'on appelle l'après. Et une fois que cette deuxième phase de fermentation est finie, donc ça, c'est le boulanger qui évalue quand cette phase est finie, on va enfourner les pâtons, mais avant de les enfourner, on va faire ce qu'on appelle une grigne, scarifier, si vous voulez, la pâte, et enfin donc cuire le pâton pour obtenir le pain au levain.
Je veux bien la diapositive suivante. Donc, ce processus, en fait, et la diversité des pratiques de boulangerie au levain, on l'a analysé dans un projet de recherche participative précédente qui s'appelait Bakery, dans le cadre duquel, en fait, on a ensemble, avec boulangers, boulangères, chercheurs, écrit un glossaire qui s'appelle la panification au levain naturel, glossaire des savoirs, où vous pouvez trouver la définition de la majorité des termes qu'on utilise en boulangerie au levain. Et donc, c'est un petit livre que vous pouvez télécharger gratuitement d'Internet, en tout cas dans sa version numérique. Donc, je veux bien la diapositive suivante. Et donc, dans ce même projet, on a étudié la diversité des pratiques boulangères, en tout cas en France. Et on a montré en fait qu'il y avait deux grands types de pratiques boulangères en France. Donc à gauche, là, ce que je vous ai montré sur la diapositive, de façon très schématique bien sûr, des pratiques de type artisanal, et à droite donc des pratiques, des pratiques de type paysanne. Donc, qu'est-ce qui se différencie principalement entre ces deux grands types de pratiques? Alors, les pratiques artisanales sont caractérisées par l'utilisation, le plus souvent, c'est évidemment caricatural ce que je vais vous dire, mais c'est les grandes lignes, par l'utilisation de variétés modernes de blé qui sont, dont les grains sont moulus avec des moulins à cylindres. La plupart du temps, donc, la panification se fait de façon fréquente, 5 à 6 jours par semaine, en grand volume, donc de façon relativement intensive, avec du levain, mais aussi parfois de la levure commerciale. Alors que les pratiques qu'on a appelées paysannes, le plus souvent, donc, utilisent des farines faites à base de variétés paysannes ou populations, donc avec une certaine diversité génétique, travaillent souvent à la main, parfois notamment pour le pétrissage, etc. La mouture se fait sur meule. Ils travaillent en général, ils font des panifications 1 à 2 fois par semaine, en petite quantité, et utilisent la plupart du temps uniquement du levain. Donc ça nous indiquait qu'en France, il y a une diversité de pratiques boulangères avec des grands types de pratiques boulangères. Mais vous allez me dire, ok, et donc je veux bien la diapositive suivante. Et donc, on s'est demandé si finalement ces pratiques boulangères pouvaient influencer la diversité microbienne qu'on a dans les levains. Donc ici, sur cette diapositive, vous avez une photo en microscopie électronique d'un levain. Donc une image qui a été fournie par Bernard Onneau, qui participait au projet Bakery dont j'ai parlé précédemment. Et donc, vous voyez que dans un levain, donc il y a la farine et de l'eau. Donc, dans de la farine, il y a comme ressource principale de l'amidon. C'est ces gros grains que vous voyez ici. Il y a une flèche qui sont des polysaccharides. Vous avez aussi un petit peu de protéines qui, avec l'eau, s'assemblent pour former un réseau de gluten que vous voyez aussi sur cette photo en microscopie électronique. Et puis, donc, vous avez dans un levain à la fois des levures qui colonisent le levain naturellement, et des bactéries lactiques. Je veux bien la diapositive suivante. Donc, qu'est-ce que font ces levures et ces bactéries lactiques? Alors, les levures, en fait, elles réalisent la fermentation dite alcoolique, c'est-à-dire qu'à partir du sucre de la farine, donc de la dégradation de l'amidon en sucre simple, la levure transforme le sucre en gaz carbonique qui va permettre de lever la pâte, et en éthanol qui va s'évaporer à la cuisson. Elle va aussi produire un petit peu d'acide acétique et des arômes qui vont conduire à la diversité des arômes que vous avez dans les pains au levain. Et les bactéries lactiques, quant à elles, elles vont réaliser la fermentation lactique. Et donc, elles vont consommer aussi les sucres, mais principalement les transformer en acide lactique, un petit peu en acide acétique. Et certaines de ces bactéries lactiques sont aussi capables de produire un petit peu de CO2 et d'éthanol, mais toujours bien moins que les levures. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces bactéries lactiques sont aussi à l'origine de certains arômes du pain. Donc, je veux bien la diapositive suivante.
Et donc, il y a beaucoup d'études bibliographiques qui se sont attachées à étudier la diversité des espèces de bactéries et de levures dans les levains du monde entier, à la fois les levains faits à la maison et les levains des boulangers, et qui ont montré que de façon relativement générale, donc c'est assez intriguant, dans un levain, vous avez une espèce dominante de levure et 1 à 3 espèces dominantes de bactéries lactiques. Et donc, sur l'ensemble des études bibliographiques passées, on peut répertorier plus de 40 espèces de levures dominantes dans les levains et plus de 70 espèces de bactéries dominantes. Mais retenez que les levures, vraiment, les espèces de levures principales qu'on trouve, donc sur au moins un tiers des levains, c'est Saccharomyces cerevisiae, mais ce n'est pas les mêmes populations, c'est pas les mêmes populations que les souches commerciales dans la majorité des cas. Et Modiosima humilis, pour si vous voulez connaître le nom de la deuxième levure la plus fréquente dans les levains. Et pour les bactéries lactiques, la bactérie la plus fréquente s'appelle Fructilactobacillus sanfrancicensis. Pour la petite histoire, c'est parce qu'elle a été identifiée pour la première fois dans un levain à San Francisco, qui était un levain qui est assez historique, parce que les chercheurs d'or en Alaska partaient avec des petits levains pour faire du pain. Donc, je veux bien la diapositive suivante. Et donc, dans les projets de recherche participative précédentes, on a étudié la diversité des levures et des bactéries dans les levains français. Donc, vous avez des cartes de France. Chaque barre ici, c'est un levain, et chaque couleur, c'est une espèce. Donc, à gauche, c'est les espèces de bactéries, et à droite, c'est les espèces de levures. Donc, vous voyez que ce qu'on a montré, c'est que la majorité des levains français contiennent comme espèce dominante de bactéries l'espèce ici bleue, qui est Fructilactobacillus sanfrancicensis, donc comme dans la majorité des levains dans le monde, même s'il n'y a pas que celle-là, évidemment, qui est trouvée. Alors qu'en France, on peut noter qu'il y a une grande diversité de levures dans les levains, comme en attestent les différentes couleurs que vous avez à droite. Donc, on a quand même montré que certaines levures étaient associées aux différentes pratiques boulangères. Je vous disais qu'il y avait 2 grands types de pratiques boulangères, et que, par exemple, ici, la levure rouge, qui s'appelle Modiosima bulderi pour son nom, est souvent trouvée chez les boulangers qui ont des pratiques paysannes, alors que la levure Modiosima humilis est plutôt trouvée chez des boulangers ayant des pratiques paysannes. Donc, ce que ces résultats montraient, c'était que en diversifiant ces pratiques boulangères, on maintient aussi de la biodiversité microbienne dans la boulangerie au levain, et donc on contribue à maintenir de la biodiversité dans les filières boulangères, et plus généralement dans notre alimentation. Je veux bien la diapositive suivante. Et donc la question suivante qu'on s'est posée, c'est on trouve une diversité de levures, on trouve souvent la même espèce de bactéries, mais d'où viennent ces bactéries et ces levures? Donc, on a réalisé d'autres expérimentations dont je ne vais pas vous expliquer le protocole, mais on a montré que ces levures et ces bactéries ne venaient pas de la farine, comme on aurait pu s'en douter, mais qu'elles étaient spécifiques en fait à un fournil. Et nous et d'autres ont montré que ces levures étaient aussi présentes sur les murs des fournils, sur les mains des boulangers, sur les tables qu'ils utilisaient pour façonner, pour diviser, etc. Et que donc, elles étaient présentes dans l'ensemble du fournil, et qu'on pouvait parler de ce qu'on appelle un house microbiota, ou le microbiote d'un fournil, puisque finalement, on avait une certaine cohérence entre ce qu'on trouve dans le fournil et dans le levain. Et ça, sans avoir vraiment vous l'avez vu sur la carte géographique, d'effet géographique. Donc vraiment un effet du fournil. Donc je veux bien la diapositive suivante. Et donc on s'est dit on s'est aussi posé la question de l'impact de ces levures et de ces bactéries sur la qualité du pain. Et on s'est demandé si les levains avaient un impact sur toutes les caractéristiques nutritionnelles et organoleptiques des pains, ou si c'était plutôt les farines, ou plutôt même le terroir de culture des blés.
Et on a montré que, nous et aussi d'autres, hein, que le levain a un impact fort. Alors, il n'y a pas que le levain, hein, bien sûr, je ne suis pas ici pour faire la pub pour le levain, entendons-nous bien, mais qu'en tout cas, le levain influence de façon importante à la fois la forme des pains, la texture des pains, la quantité de sucre, la proportion de protéines solubles versus insolubles, et bien sûr les arômes, mais qu'il influence peu la quantité, le contenu en minéraux des pains. Ça, c'est plutôt les blés qui sont le facteur d'action principal. Je veux bien la diapositive suivante. Et pour finir avec les résultats, on va dire généraux, hein, des scientifiques et nos projets passés sur les levains, on peut aussi se poser la question, la différence entre panifié au levain et panifié à la levure. Alors, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, pas toujours dans le même sens. Donc, il faut être prudent avec les résultats que je vais vous indiquer ici. Mais on montre quand même, nous et d'autres, que le levain, évidemment, mais ça c'est biologiquement très, très évident, hein, agit sur la quantité d'acide organique. Bien sûr, un levain, hein, puisqu'il y a des bactéries, va conduire à un pain plus acide, bien entendu, hein, que la levure. Panifié avec la levure sans bactéries, évidemment, conduit à un contenu en acide des pains bien moindre. Que la quantité de protéines solubles par rapport aux protéines insolubles est plus importante dans les pains au levain que dans les pains à la levure, et que les pains au levain apportent une complexité aromatique plus importante que la levure. Et là aussi, c'est assez trivial quand on connaît la biologie, puisqu'on sait qu'à la fois les bactéries et les levures produisent des arômes. Forcément, si on ajoute aux levures des bactéries, on a une plus grande complexité aromatique. Donc, sachant tout ça, en 2022, je veux bien la diapositive suivante, on s'est interrogé, donc, à la suite de tous les projets de recherche participative qui vous sont présentés sur cette fresque chronologique, hein, qui nous avait amené, entre autres, à obtenir les résultats que je viens de vous présenter. On s'est demandé, voilà, quel autre type de projet de recherche participative on pourrait faire ensemble, parce qu'on avait envie de travailler ensemble. Donc, comme vous le voyez sur cette diapositive, c'est pas toujours les mêmes partenaires et collectifs qui travaillent ensemble, mais il y a quand même une certaine continuité. Certaines équipes partent, reviennent, certains boulangers partent, reviennent, donc avec beaucoup de dynamique qui, je pense, apporte aussi beaucoup à la fois de créativité et de richesse dans ces projets de recherche participative sur le long terme. Et donc, en 2022, on s'est posé la question de quel autre projet de recherche participative on pourrait construire ensemble suite à tous ces résultats. Et donc, c'est la deuxième partie de ma présentation que je vais démarrer maintenant. Je veux bien la diapositive suivante. Qui vise donc là c'est une fresque qu'on a fait ensemble, hein, les participants de tous ces projets-là depuis 10 ans, qui vise finalement aussi à assurer une certaine continuité dans l'ensemble des projets de recherche participative qu'on a initiés depuis 2012 en France autour de la boulangerie au levain. Donc le fil conducteur de tous ces projets de recherche participative qui est partagé, donc comme un commun, c'est de chercher à documenter et à accroître nos savoirs sur la boulangerie au levain pour promouvoir la durabilité de la boulangerie au levain, mais de la boulangerie tout court, on va dire, dans toutes ses dimensions. À la fois dans ses dimensions écologiques, c'est-à-dire essayer de comprendre comment favoriser le maintien de la biodiversité dans la filière boulangerie, à la fois au niveau social, comment cette filière peut construire des liens sociaux, maintenir les liens sociaux, construire des dynamiques locales, etc. Et aussi dans sa dimension économique, comment la boulangerie au levain peut assurer une certaine sécurité alimentaire, notamment à l'heure des changements globaux. Donc, vaste programme. Mais évidemment, l'idée, c'est pas de répondre à tout ça, mais c'est d'aller vers.
Donc, je veux bien la diapositive suivante. Et donc, c'est pour cette raison qu'on a souhaité ensemble, je pense, parce qu'on partageait vraiment ces volontés multiples, en tout cas, d'apporter notre petite pierre à l'édifice, qu'on a décidé de construire un nouveau projet. Donc, ce projet, à l'heure actuelle, il s'intitule Le vin, diversité, typicité et terroir. Et donc, il a pour objectif d'accroître les savoirs et d'accompagner l'évolution des pratiques boulangères au levain. Donc, comme je vous le disais, il a démarré en 2024. Et donc, je vais commencer par vous parler de la phase d'émergence de ce projet. Parce que pour la première fois, donc je veux bien la diapositive suivante, on a pris le temps, donc la première fois depuis 10 ans, pendant 1 an et demi, de construire ensemble le projet de A à Z. Donc ça, pour vous dire aussi que le processus de recherche participative, c'est vraiment quelque chose qu'on construit avec les années et on progresse toujours. Et donc, on était très content de pouvoir explorer aussi cette phase d'émergence et de co-construction. Et donc, je vais vous présenter comment on a procédé et ce qu'on a exploré du coup dans cette phase d'émergence. Je veux bien la diapositive suivante, s'il te plaît. Donc, en fait, suite aux expériences qu'on avait eues au cours des projets précédents, il nous est paru évident que pour co-construire un nouveau projet de recherche participative, il fallait se rencontrer, que c'était vraiment la seule façon de co-construire ensemble. Et donc, on a organisé la phase d'émergence de ce projet autour de 3 rencontres, qui étaient des rencontres à thème, autour de grandes thématiques scientifiques qu'on pourrait explorer dans notre nouveau futur projet de recherche participative. Donc le premier atelier, on l'a organisé en Occitanie chez les Compagnons du Devoir, on avait déjà le partenariat, mais il était encore ouvert, mais un certain nombre d'acteurs rassemblés, on va dire. Donc le premier atelier, on l'a organisé autour des questions de fonctionnalité du levain. Qu'est-ce que le levain fait? Comment il fait? Comment il agit? Quelle est son activité fermentaire? Comment il agit sur la qualité du pain, etc. Le deuxième atelier, on l'a organisé autour de l'entretien des levains. Comment évoluent les levains au cours du temps? Comment on entretient les levains? Quelles sont les différentes pratiques d'entretien des levains? Quelles questions on pourrait poser autour de ces questions-là? Et le troisième atelier, donc cet atelier-là, on l'a organisé en Bretagne, dans une ferme de paysans et paysannes boulangères, donc en février 2022, donc quelques mois après le premier atelier. Et le troisième atelier, donc on l'a organisé autour des farines. Et là, on s'est posé des questions autour des farines. Quel projet on pourrait construire autour des farines, de leur impact sur les levains, la qualité du pain, etc. Et donc, pour travailler ce thème, on a organisé une rencontre en Rhône-Alpes, à nouveau chez une paysanne boulangère, en Chartreuse, à côté de Grenoble, donc en mai 2022. Et enfin, on a organisé, mais ça, on l'a organisé en cours de route, un autre atelier qu'on n'avait pas prévu à la base, qui était un atelier finalement de choix des questions de recherche et de réflexion sur le processus de recherche et les communs qu'on voudrait mettre dans le futur projet de recherche. Et donc, je vais vous présenter, donc à chaque atelier, en fait, donc c'était des rencontres de 2 jours et demi, on a procédé de la même façon, avec finalement des choses très très communes, et donc comme un processus très parallèle, et c'est ça que je vais partager avec vous maintenant, parce que je me dis que ça peut être intéressant de partager avec des participants d'un autre projet de recherche participative, et j'aimerais vraiment beaucoup avoir votre retour là-dessus. Donc, je veux bien la diapositive suivante. Donc, la première chose, c'est que chaque rencontre était organisée autour d'une expérimentation. C'est-à-dire qu'au cours de chaque rencontre, on a posé ensemble une question scientifique et comme toute démarche scientifique, mis en place ensemble un protocole pour répondre à cette question scientifique, développer l'expérimentation et analyser les résultats. Alors vous vous doutez bien qu'en 2 jours, l'idée, c'était pas de faire une publication scientifique, mais plutôt d'explorer
ensemble autour d'une question sur ce thème, comment on pourrait expérimenter et répondre à une question. Donc, je veux bien la diapositive suivante. Donc là, je vous ai mis juste quelques photos. Donc là, c'est l'exemple en Bretagne. Donc, vous voyez donc les différents petits éléments de l'expérimentation. Donc, vous voyez donc bien à gauche qu'on a panifié ensemble, qu'on a analysé les levains en haut à droite avec un pH mètre. On avait aussi amené des instruments de laboratoire pour mesurer la pousse de la pâte. Donc en bas, là, vous avez un chercheur qui explique comment ça fonctionne. On a analysé ensuite la qualité des pains. On a fait une analyse sensorielle en haut à gauche, parce que, et en bas à droite aussi, avec un jury expert, en haut un jury moins expert. Et on a répertorié les résultats. Vous voyez ici un tableau où on répertorie les résultats. Donc on a vraiment fait un mini projet de recherche, sans que ce soit vraiment un projet de recherche, mais vraiment toute la démarche scientifique pour explorer le processus. Je veux bien la deuxième diapositive. Et donc là, c'est la même chose, cette fois-ci à Nîmes chez les Compagnons du Devoir, pour que vous voyez en fait qu'il y a plusieurs atmosphères, qu'il y a plusieurs façons d'expérimenter et qu'on n'est pas et que c'est cette diversité qui fait aussi la richesse. Donc là, on avait, en plus d'explorer des équipements de laboratoire, chercher aussi, on a beaucoup travaillé des fiches descriptives qui nous permettent de répertorier les variations et l'évolution de la pâte au cours du processus de panification en fonction des modalités testées. Et on a même travaillé sur des descripteurs de levain, parce qu'on a déjà des fiches de description de pâte et de pain, mais donc on a cherché aussi comment on pouvait s'améliorer pour suivre finalement nos expérimentations. Donc ça, c'est la première chose. Je veux bien la diapositive suivante. C'était donc expérimenter ensemble et ça, c'est vraiment très important parce que pour l'échange de savoir, on a trouvé que c'était vraiment quelque chose de primordial parce que finalement, quand on expérimente, j'ai envie de dire, tout le monde à un moment ou à un autre est à égale distance. Un chercheur ne sait pas panifier ou peu, enfin ça dépend parce qu'à force, il y en a certains qui sont aussi boulangers. Voilà, un boulanger peut très bien connaître des fonctionnements métaboliques, mais peut-être moins qu'un chercheur, etc. Et donc, c'est au cours de l'expérimentation que se font beaucoup les partages de savoir et aussi les idées pour les nouveaux projets de recherche. Donc, la deuxième chose, c'est qu'on a organisé des ateliers à chaque rencontre qui étaient des ateliers pour faire émerger des questions scientifiques. Donc là, des ateliers assez classiques. Je veux bien la diapo suivante, s'il te plaît. Par exemple, chacun sur un post-it écrivait la question scientifique qui lui semblait pertinente, des temps de réflexion, des temps d'échange. Et donc, on a répertorié comme ça, sur les trois ateliers, plus de 240 questions scientifiques. Donc, quelque chose d'énorme. Et c'est pour ça qu'on s'est dit que ce serait vraiment important de les prioriser et qu'on a organisé, évidemment, la dernière rencontre. Je veux bien la diapositive d'après. Donc, expérimentation pour tester les protocoles. Je vous ai dit donc émergence de questions scientifiques. Troisième point, il fallait réfléchir au commun. Qu'est-ce qui nous réunissait dans ce futur projet de recherche participative? Quelle gouvernance on voulait? Et donc là, j'ai illustré ça avec la diapositive suivante, encore une fois, pour vous montrer un peu l'atmosphère des discussions. Donc, on a travaillé ça par groupe autour de différentes thématiques. On a enregistré une partie en fait des réflexions qu'on avait dans nos discussions pour derrière pouvoir témoigner et revenir en fait sur tout ce qu'on avait pu proposer comme gouvernance ou comme commun, etc. Donc là, notamment en haut à gauche, c'était un atelier pour vous parler concrètement sur qu'est-ce qui nous motive dans l'objet levain. Parce qu'évidemment, le commun chez nous, c'était le levain. C'est évidemment, ça c'est un commun. Mais qu'est-ce qui nous intéresse dans le levain, aussi bien au niveau sensibilité
qu'au niveau scientifique, etc. Donc, c'est les motivations. En bas à gauche, c'est comment gouverner. Est-ce qu'il faut des porteurs d'axes? Est-ce qu'il faut quelque chose de transversal, etc. Voilà, donc pas mal d'ateliers et des partages via des prises de son. Aussi pour que les gens qui ne sont pas là puissent entendre ce qu'on avait dit et éventuellement rebondir. Je veux bien la diapositive suivante. Et enfin, donc on a co-créé, c'est-à-dire que donc je veux bien la photo d'après. Donc on a fait des ateliers de création parce que dans ce projet, il y a une artiste qui s'appelle Marie Preston. Et l'idée, c'était aussi d'explorer comment la co-création pouvait nous aider dans le processus de recherche participative et aussi pour communiquer nos résultats. Donc là, c'est un atelier de création avec les farines. Et la diapositive suivante vous montre un atelier de création qui était une performance sonore qu'on a fait ensemble autour de poésie qu'on avait choisi autour des levains. Diapositive suivante. Et enfin, là pour le coup, dernière phase, à chaque atelier, on s'est posé la question de comment partager ce qu'on faisait à un atelier vers un autre atelier ou ce qu'on faisait à un atelier vers le large public ou vers d'autres. Et donc pour ça, je veux bien la diapositive suivante. En fait, on s'est très vite rendu compte, et c'est quelque chose qui a complètement émergé des ateliers, que finalement nos co-créations pouvaient être comme passeurs de savoir d'un atelier à un autre. Et donc au cours de l'atelier 1, on a ensemble décidé de faire des tabliers qui seraient à la fois un objet qui serait le vecteur de micro-organismes, puisqu'on s'était posé la question de l'intérêt de travailler sur les flux microbiens, en toile de lin, puisque c'est les toiles qui sont utilisées principalement par les boulangers, d'y imprimer la question de recherche qui nous avait mobilisés sur le premier atelier. Donc, Marie Preston, que vous voyez ici sur la photo, a réalisé ces tabliers et les a amenés à l'atelier 2. Et ils ont servi comme objets passeurs et qui nous ont permis de raconter l'atelier 1 au démarrage de l'atelier 2. Et ainsi de suite. Vous voyez à droite un atelier qui a été conçu à l'atelier 2 et qui a été emmené à l'atelier 3. Je veux bien la diapositive suivante. Et donc pour finir, au dernier atelier, on a réalisé un podcast qui retrace complètement le processus, le commun et l'état d'esprit du nouveau projet de recherche participative et que vous pouvez aller écouter si ça vous intéresse. Donc je vous ai mis le lien ici. Et donc ça retranscrit vraiment tout ce processus et aussi nos motivations et le commun du projet suivant. Donc voilà pour le processus d'émergence du projet Levain. Et maintenant je vais passer donc au projet Levain à part entière. Donc c'est la dernière partie de cet exposé. Donc je vous l'ai dit, je vous ai dit le titre, Levain, diversité, typicité et terroir. Donc diapositive suivant. Donc la phase émergente a fait réémerger finalement ce pourquoi on fait la recherche participative depuis plus de 10 ans, mais de façon peut-être encore plus claire, et qui représente finalement les objectifs généraux de notre projet et ce qui nous rassemble. Donc l'idée, c'est vraiment de placer le vivant au centre et de s'intéresser vraiment à la conservation de la biodiversité et de faire avancer le concept de One Health, d'une seule santé. Donc de considérer que c'est l'interaction de tous les organismes vivants qui est au cœur de notre intérêt en tout cas. Le deuxième objectif porté par tous, c'était d'utiliser le pain au levain comme un objet politique et écologique. Donc là, on allait au-delà de ce qui a été fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'on a décidé d'assumer tous
que notre projet était aussi politique, qu'il n'était pas neutre. Et enfin, le dernier objectif, c'était d'innover et développer les formations à la boulangerie au levain, parce que la boulangerie au levain, c'est encore une boulangerie minoritaire, notamment en France, même si elle se déploie en France et dans le monde. Mais on voulait aider à développer à la fois les formations et la boulangerie au levain dans son ensemble. Je fais bien la diapositive suivante. Donc pour ça, en fait, on a organisé notre projet levain en 4 axes. Donc, qui sont ici représentés par les 4 tranches de pain que vous avez. Le premier axe vise à étudier, donc on a appelé ici microbiologie des fournils, le microbiote des fournils. Je vais vous décliner un tout petit peu plus en détail après chacun de ces axes. Là, je vais vous dire juste les grandes lignes. Donc le premier axe, donc on l'a intitulé microbiologie des fournils, c'est l'axe qui vise à étudier donc les flux microbiens entre le levain et l'environnement du fournil. Le deuxième axe, qui est intitulé terroir et typicité des pains, qui vise à réfléchir à la notion de terroir pour le pain au levain. Le troisième axe, c'est un axe de travail sur la construction d'un réseau de passeurs et d'une méthodologie pédagogique ou de plusieurs méthodologies pédagogiques à destination des formations de boulanges au levain qui peuvent être faites par ce réseau de passeurs, mais aussi peut-être la volonté de effectivement aller au-delà de ce réseau de passeurs. Et enfin, le dernier axe, c'était de s'interroger et toujours et d'explorer des nouveaux processus de recherche participative pour construire le commun. Je veux bien la diapositive suivante. Donc l'axe 1, je vous le disais à l'instant, il vise à étudier la diversité et les flux microbiens dans l'environnement local des boulangeries au levain. Donc on est arrivé à cette question parce qu'on avait montré, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, que c'est le fournil qui fait la flore microbienne du levain. Et donc on s'est posé la question, mais jusqu'où ça va? C'est-à-dire, est-ce que au-delà du fournil, autour du fournil, on trouve aussi les bactéries et les levures des levains, finalement, d'où elles viennent dans l'environnement du fournil? Et est-ce que donc l'histoire du fournil peut influencer aussi cette biodiversité? Et donc, pour répondre à cette question, comment le milieu et l'histoire du fournil influencent la biodiversité du levain et la typicité des pains, on a décidé d'étudier donc les flux microbiens dans l'environnement local du fournil et entre l'environnement local du fournil et le fournil. Diapo suivante. Et donc pour ça, en fait, on va organiser le travail, parce que je vous disais, le projet a démarré en janvier. Donc, la première étape, c'est de cartographier les environnements et les pratiques de 30 fournils répartis dans 3 régions en France, donc Grand Ouest, Occitanie et Aura. Et donc, on a réalisé cette année 3 rencontres. Donc, on a déjà réalisé la rencontre Grand Ouest et Occitanie et on va réaliser celle Rhône-Alpes là en octobre. Ensuite, l'idée, c'est d'analyser la diversité microbienne des levains et des environnements à l'extérieur de ces 30 fournils. De plus précisément, rechercher les vecteurs de transmission des bactéries et des levures des levains. Et enfin, de partager les résultats pour ensuite, évidemment, les communiquer. Donc cet axe, il a déjà démarré. Donc j'ai présenté quelques photos après. Je veux bien que tu passes rapidement pour vous illustrer toujours encore le processus. Donc pour choisir ces 30 fournils, on a d'abord fait émerger des critères de choix. Donc ici un exemple, au cours d'un atelier à la rencontre de démarrage de projet. Diapositive suivante. On a un animateur par région, donc chaque animateur a, compte tenu de ces critères, rassemblé des fournils qui étaient prêts à devenir expérimentateurs. Donc vous avez là la carte des 30 fournils expérimentateurs. Donc il y a plus de fournils intéressés, c'est pour ça qu'il y a plus que 30 points. Et puis ça peut bouger, encore une fois, c'est aussi dynamique. Je veux bien la diapositive suivante. On a déjà réalisé les cartographies de ces 30 fournils, soit au cours de rencontres, soit c'est chacun qui a fait sa propre cartographie.
Diapositive suivante. Et on a réalisé ensemble le protocole d'échantillonnage et on a choisi d'aller échantillonner autour des fournils la forêt. Et donc, quand on parle de forêt, on a choisi d'échantillonner le sol et la litière des arbres parce que on sait que l'habitat naturel des levures, c'est les forêts, l'air et donc le sol en forêt, mais aussi autour du fournil. Et on a aussi réfléchi au protocole sur un atelier pour savoir exactement qu'est-ce qu'on allait faire. Et donc, on a décidé que les collectes se feraient en autonomie pour chaque boulanger, mais du coup, qu'il fallait évidemment faire un protocole très précis. Donc, on a discuté ensemble. Ça, c'est l'image de droite. Diapositive suivante. Et donc, ensuite, au laboratoire, on a construit des kits de collecte qu'on a envoyés. Donc, c'est la photo en haut à droite du kit de collecte d'échantillons. Donc, comme cadeau pour les fournils expérimentateurs, il y avait le glossaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, comme petit cadeau. Et donc, vous voyez en bas à gauche un kit qui est revenu au laboratoire, hein, donc avec les échantillons de litière, donc pris dans les forêts avoisinantes, de sol, pris autour des fournils, de levain, bien sûr, la carte, et on a aussi réalisé, donc ça c'est une idée qui est arrivée au cours des rencontres, des levains dans la forêt. C'est-à-dire qu'un certain nombre de boulangers ont initié des nouveaux levains dans la forêt pour voir dans quelle mesure ces levains allaient être colonisés par les mêmes espèces de bactéries et levures que celles du fournil. Quand je dis forêt, c'est des arbres aux alentours des fournils, ce n'est pas la pleine forêt. Et bon, à droite, juste une petite photo pour vous dire qu'avant l'arrivée des kits, il faut préparer au laboratoire beaucoup de boîtes pour la microbiome. Diapositive suivante. Donc voilà où on en est pour l'axe 1. Pour les autres axes, j'ai juste une diapositive qui vous les décrit plus précisément. Donc pour l'axe terroir, donc l'idée de départ, c'était renouveler l'image des pins en réfléchissant ensemble à la notion de terroir et de typicité. Parce qu'on parle beaucoup de terroir pour le pain, pour le vin, il y a les AOP pour le fromage, donc on s'est posé la question de est-ce qu'il y a un terroir des pins ou pas. Et donc pour aborder cette question-là qui est vaste, on utilise plusieurs choses. La première, c'est des paroles ouvertes qui sont enregistrées à chaque rencontre autour du terroir. Qu'est-ce que c'est que le terroir des pins, le terroir du levain pour vous, etc. La deuxième chose, c'est qu'à certaines rencontres, on a demandé aux participants de sculpter leur terroir dans de la terre. Donc, c'est des ateliers de co-création. La troisième chose, donc ça, c'est des choses qu'on a déjà initiées. À faire cette année, il y a tout un travail autour des pots à levain, parce qu'il y a des pots à levain qui sont artisanaux, qui parlent aussi de la géographie, du terroir, etc. ou pas. Et puis évidemment, les informations de l'axe 1 sur les flux microbiens nous donneront des informations sur l'étendue du territoire microbien du levain, jusqu'où finalement les bactéries et les levures du levain peuvent aller autour du fournil. Donc cet axe, si vous êtes intéressé d'y participer, vous pouvez. Hein, à chaque fois, c'est ouvert. Bon, c'est donc Marie Preston qui le porte. Mais bon, en interaction avec tout le monde. Hein, mais c'est juste le contact. Donc, la diapo suivante. Donc l'axe 3, je vous le disais, c'est construire un réseau et une méthodologie par l'expérimentation et la recherche pour accompagner l'évolution des formations actuelles. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est identifier et cartographier les acteurs. Les acteurs, c'est-à-dire les formations, ou les boulangers, donc toutes les formations, aussi bien les formations comme l'École internationale de la boulangerie, que des formations comme des CAP en lycée pro, que évidemment les compagnons du devoir, que des boulangers qui font des formations. Beaucoup de boulangers, paysans boulangers, boulangères, paysannes boulangères font des formations. Donc on a une rencontre visio qui est prévue en novembre et une rencontre nationale qui est prévue en janvier pour essayer de réfléchir aux verrous et aux besoins pour ces formations. Et l'idée, c'est à la fois de proposer une mallette un peu pédagogique pour tous et de cartographier ces formations pour tous et éventuellement d'aller faire du lobbying, j'ai envie de dire, j'aime pas ce terme-là, mais pour
pour ajouter un petit peu de panification au levain dans les formations actuelles de CAP de boulanger ou au-delà. Diapositive suivante, s'il te plaît. Et enfin, donc, dernier axe, construire le commun. Donc, construire le commun par la recherche participative, la co-création et la co-gouvernance. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui se construit tout au long du projet. Donc, à l'heure actuelle, on a travaillé sur une charte. On s'est rendu compte que c'était pas facile de travailler sur une charte. Et donc, on commence par établir une roue des communs. Qu'est-ce qui nous rassemble, à la fois comme valeur et comme objectif, etc. On travaille aussi sur la communication interne et externe. Donc, on a une newsletter interne. Encore une fois, c'est pareil. Si ça vous intéresse juste de suivre la newsletter, vous pouvez. Une mailing list, pareil, pour être au courant de ce qui se fait ou pas. On fait un journal de bord qui passe de rencontre en rencontre ou de boulanger en boulanger. Enfin, ça, c'est en réflexion. Il y a tous les ateliers et les œuvres de co-création qui vont nous permettre aussi de construire le commun et de communiquer. Et enfin, on cherche à innover et partager le processus de recherche participative avec d'autres, mais aussi entre nous tous. Voilà, je veux bien la diapositive suivante, s'il te plaît. Donc ça, c'est des photos de groupe. Alors, il n'y a pas tout le monde, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de monde. Parce que je vous ai dit qu'il y avait 30 boulangers, boulangères, expérimentateurs, plus tous les chercheurs, les animateurs, mais il y a aussi tous les collectifs qui travaillent sur l'axe passeur, sur l'axe qui sont là en plus. Et donc vous avez voilà, des images juste quand même pour vous montrer la diversité et puis des têtes de nous tous, mais c'est pas exhaustif. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et la dernière diapositive, c'est juste les contacts. Si ça vous intéresse, juste d'être informé des activités, de participer, n'hésitez pas. Plus on est d'intéressés, plus ça peut être sympa. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et puis, si vous avez des questions, je voulais juste dire que Jean-Baptiste et puis Alexandra m'ont proposé de partager ce lien-là aussi avec les gens du projet CO3 Levain. Donc peut-être que certains d'entre vous sont des participants au projet Levain. Et inversement, donc je trouve ça vraiment bien ces séminaires. Et si vous êtes d'accord de les partager avec nous et qu'on y assiste, en tout cas certains d'entre eux, on serait contents. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup Delphine et évidemment, je pense parler au nom de tout le monde facilement là. Super enthousiaste à l'idée de partager ça avec cette communauté que toi tu construis depuis une dizaine d'années et donc très très humblement que si on peut participer avec l'organisation de séminaires et de rejoindre cette communauté, on le fera plus que volontiers, ça c'est sûr. Moi, je n'ai pas trop suivi les questions. Je ne sais pas si les co-animateurs voulaient lancer un peu des petites choses sur les choses qui ont été, les questions qui ont été posées. Du coup, Je vais commencer. Il y avait deux, trois questions sur les levains déshydratés. Ouais. Voilà, c'était qu'est-ce que tu en pensais en fait des levains déshydratés. Alors, il y avait des levains déshydratés bio, levain de seigle. Je suppose que c'est des levains commerciaux. Oui, alors il y a plusieurs types de levains déshydratés. Il y a des levains qui sont vivants, on va dire, et il y a des levains qui sont juste là qui sont faits avec notamment des bactéries lactiques, mais qui sont juste là. Mais les bactéries lactiques sont inactivées, elles sont mortes, et donc elles sont juste là pour apporter. Ces levains sont juste là pour apporter de l'acidité, éventuellement un petit peu d'arôme. Donc il y a ces deux grands types de levains déshydratés, on va dire. Alors moi, pourquoi pas, mais je veux dire, je pense que c'est réducteur au niveau de la diversité.
comme on l'a montré, en fait, pour le maintien de la diversité. Et c'est pas nécessaire. C'est-à-dire que c'est tellement facile de faire un levain. J'ai envie de dire que le levain, alors bien sûr, hein, c'est comme la levure, c'est facile, on peut l'acheter. Donc si on veut s'amuser, tester, je peux comprendre. Après, moi, je conseillerais plutôt le levain pour des tas de raisons. D'abord parce que, comme on l'a vu, ça permet de maintenir la biodiversité. Ensuite, parce que ça apporte une richesse à la fois aromatique et puis aussi une expérimentation si on aime faire la cuisine, etc., que je pense plus intéressante et aussi peut-être plus satisfaisante parce qu'on suit son levain, voilà, c'est faire, c'est vivant. Alors c'est plus hétérogène, c'est plus peut-être sensible, donc il faut adapter sans cesse en fonction de la température, etc. Voilà. Je ne sais pas si cette question, elle est en ce sens ou pas, mais disons que moi, en tout cas, je pense que vraiment, ce qu'il faut maintenir dans la boulangerie au levain, c'est l'utilisation de levain naturel, pour les raisons écologiques et politiques aussi, c'est-à-dire que c'est tellement facile de faire du pain au levain sans dépendre d'aucune industrie que ce serait dommage de s'en passer. Et du coup, il y avait une autre question qui concerne plus un peu en fait l'impact que pourraient avoir les pesticides sur ces micro-organismes en fait qui composent le levain. Alors, je ne sais pas répondre à cette question de façon très directe. Ce que je sais, c'est que donc nous, tous les boulangers avec lesquels on a travaillé sont des boulangers bio, donc avec donc très peu d'intrants. Mais il y a une autre étude qui a étudié les levains français chez des boulangers non bio et qui n'ont pas trouvé la diversité microbienne qu'on a nous. Après, les boulangers qui ne sont pas bio n'ont pas non plus les mêmes pratiques que les boulangers bio. Est-ce que c'est l'impact des pesticides qu'on voit là ou est-ce que c'est le fait que les boulangers qui ne sont pas bio n'ont pas les mêmes pratiques? Je ne peux pas le dire. Mais en tout cas, il n'y a pas la même biodiversité microbienne que dans les levains bio. Alex, non? Ou Delphine, ou Christophe, vous avez des questions? Ouais, il y a dans le chat, là, il vient d'arriver une question, je ne suis pas sûr de bien comprendre, mais c'est l'histoire de croisement, levain, fournil, farine entre les. Enfin, la question est, y a-t-il eu des croisements, levain, fournil, farine entre les boulangers participants? Non, alors, si la question c'est est-ce qu'il y a eu des échanges de levain? Voilà. Alors, majoritairement, les boulangers, en fait, quand ils perdent leur levain, éventuellement, ils vont en chercher chez un copain pour la panification du jour, Ok. mais ils vont réinitier leur propre levain plutôt que d'aller, voilà. Donc, la majorité des levains qu'on a étudiés et qui sont utilisés sont des levains qui sont pas échangés, mais ça arrive quand même. Donc, il y a des boulangers qui, d'ailleurs, disent qu'ils ont marié leur levain avec d'autres. Et nous, on le voit au niveau génétique, c'est-à-dire quand on a analysé les levures et les génomes des populations de levures de certains levains, on a pu retracer certains échanges. Et notamment, alors c'est peu fréquent, mais il y en a. Et notamment, on a retracé un échange qui avait eu lieu pendant une rencontre de projet de recherche participative et auquel on n'était pas du tout au courant. Et donc, j'ai appelé le boulanger en me disant mais t'es sûr qu'après cette rencontre, t'as pas échangé ton levain et tout au cours de cette rencontre? Et il m'a dit si. En fait, j'ai échangé de levain. J'ai changé de levain, j'ai pris le levain d'un tel. J'avais envie d'essayer. Voilà. Donc ça arrive comme ça ponctuellement, mais c'est rare. Mais c'est une super expérience qu'on a hésité à mettre en place. Voir, parce que d'un point de vue écologique, c'est assez intéressant de réfléchir à comment pourrait évoluer un levain, enfin des levains qu'on mélange.
et qui aurait plus de diversité qu'un mélange, qu'un levain seul. Mais on ne l'a jamais fait. Et une des raisons pour lesquelles on ne l'a jamais fait, c'est la réticence de certains boulangers à justement faire venir dans leur fournil une flore microbienne qu'ils n'auraient pas, alors qu'ils sont très satisfaits déjà de leur propre levain. Du coup, il y a une question qui rassemble un peu les deux projets. Il y a levain et kéfir dans la même cuisine. Est-ce qu'on risque de retrouver certaines levures ou bactéries qui vont migrer d'une préparation à l'autre? C'est un chouette projet de recherche. Hein. Mais je peux pas le dire. Je pense que dans les kéfirs, je ne sais pas si vous avez trouvé des levures du genre kazakhstanien, par exemple. Enfin, maintenant, c'est les Modiosima. Non, non, elles sont. Non, on n'a pas trouvé ça. Pour le moment, non. Après, c'est vrai que du coup, nous, on a demandé à nos participants du projet Kéfir de mentionner en fait s'ils font du pain, du levain aussi dans la cuisine. Pour pouvoir du coup après essayer de comprendre. Et après, je ne sais pas vous, c'est peut-être vous qui savez plus, les populations de Saccharomyces cerevisiae de kéfir, où elles clusterent génétiquement dans l'arbre phylogénomique des cérévisiers. Parce que les levures de Saccharomyces cerevisiae, là, les souches, les populations de Saccharomyces cerevisiae de levain, en fait, elles se regroupent dans deux grands groupes différents. Il y a des levures de levain qui sont proches des souches commerciales, certaines, mais la majorité des souches de levain de cérévisier, elles sont dans un autre groupe génétique, dans un autre clade. Et donc, ces souches de cérévisier de levain, elles sont assez proches de souches qu'on trouve aussi dans des fermentations asiatiques. Donc, je ne sais pas si les souches de kéfir, saké et tout. Donc, je ne sais pas où sont les souches de kéfir. On n'a pas regardé encore ça de manière un peu exhaustive, en fait. On commence à avoir de quoi faire avec la collection de kéfir. Là, le projet Kéfir Ensemble est fermé sur un kéfir. Donc, je ne saurais pas te répondre précisément. Ouais, il me semble me souvenir dans les toutes premières, il y a vraiment plusieurs années, dans les premières analyses de la kéfirothèque, il avait été justement identifié qu'on était dans des clades qui étaient proches des levures de vinification. Ah, Ouais, et en tout cas pour quelques-unes qui avaient été analysées. Donc, ok. Ouais. Alors que les souches de boulangerie de Saccharomyces cerevisiae, de levain ou même les souches commerciales, elles sont pas du tout proches des souches de vin. Donc pas c'est les bon, mêmes. à confirmer, mais c'est un confirmer, message qui m'avait justement intéressé parce que je me dis tiens, voilà, il y a une interprétation éventuellement à en tirer sur l'origine, sur la cause. À l'époque, ça nous avait intéressé parce qu'il y a toujours cette hypothèse de naissance du kéfir dans le Caucase. Or, comme c'est aussi un des grands foyers de la vigne, on se dit est-ce que ça serait la signature effectivement d'une naissance caucasienne ou pas, quoi. La même conclusion avait été faite sur les lactobacilles. Hein. Ouais. Mm. Donc, à creuser. Mais c'est ça, c'est à creuser. Ouais. En tout cas, s'il y avait, parce que à la maison, quand l'analyse, là, il y a un papier qui a analysé plus de 500 levains du monde, mais des levains faits à la maison, donc potentiellement justement chez des gens qui aiment la fermentation, qui font des kéfirs, il y a majoritairement cérévisier dans les levains maison. C'est la diversité des levures qu'on a trouvées nous. En fait, elle est assez spécifique des boulangers. On la trouve moins souvent dans les maisons. D'ailleurs, ça Je ne sais pas rejoint pourquoi. une petite question là qui est arrivée sous plusieurs formes. Donc, il y a évidemment pas mal de gens là qui sont intéressés par tout ce que tu viens de raconter et qui se posent la question, dans quelle mesure ils peuvent rejoindre ou aider, enfin, ils peuvent suivre l'avancée du projet? Est-ce qu'il y a des portes d'entrée pour aider ou contribuer d'une manière ou d'une autre? Soyez en recherche de participants, de gens qui fournissent des choses. Juste une question, ça peut être non, hein, mais Ouais. Alors déjà, pour suivre le projet, donc vous pouvez donc vous allez avoir la présentation et donc sur la dernière diapo, il suffit je peux le mettre dans le chat, mais vous pouvez envoyer un mail à Axel, qui est le porteur du projet avec moi, et qui vous mettra dans la mailing list. Et cette mailing list, elle n'est pas très, vous inquiétez pas, il n'y a pas des milliards de mails, parce qu'on en a tous trop. Mais par contre, on informe, il y a une newsletter tous les 2 mois et demi,
Et on informe des rencontres, on informe, par exemple, là, j'ai informé que je faisais séminaire, de choses comme ça. Donc, vous pouvez y aller, vous pouvez vous désabonner, voilà, si ça vous intéresse. Pour le moment, on n'a pas de site web ou de choses comme ça, ou de WordPress. Mais disons que cette mailing list, c'est la meilleure façon. Pour contribuer, si vous voulez contribuer à tout ce qui est formation, dynamique de formation, encore dans la dernière slide, vous voyez à qui vous adressez. C'est ouvert. Hein. Et après, si vous voulez contribuer à la réflexion sur le terroir, contactez la personne qui est la plus proche de vous en termes de régional, quoi. Donc, il y a donc un animateur Occitanie, un animateur Rhône-Alpes et un autre Bretagne Grand Ouest. Donc, si vous êtes à Paris, vous pouvez contacter qui vous voulez. Et puis, c'est pareil, ils vous informeront des événements et tout. Ça dépend un petit peu de comment vous voulez contribuer et à quoi. On marche beaucoup par axe, en fait. Donc, l'axe terroir, il est travaillé pendant les rencontres, donc il faut participer aux rencontres. L'axe passeur, ça peut être à distance. L'axe fournit les microbiotes, c'est pareil. La seule chose, en revanche, qu'on ne fait pas, c'est analyser les levains comme ça, à l'arrivée, en flot, quoi, constant et continu. Donc là, on a fini l'arrivée d'un bloc d'échantillons. Donc on va arrêter pour un moment, on va les analyser et on réouvrira à l'analyse des levains un peu plus tard. Moi, j'ai une question, là, pour le coup personnel, sur la première partie de ta recherche participative, enfin les premiers projets que tu as fait, Bakery, tout ça, avec les boulangers, les artisans, les paysans boulangers. Est-ce que à un moment, les résultats des recherches ont remis en question en fait des croyances ou des intuitions qu'il y avait sur, alors tu posais des questions par exemple sur l'influence de la farine ou sur l'influence du, du terroir, enfin de l'endroit du fournil. Est-ce que finalement pour les boulangers c'était une évidence le résultat de ces études ou c'était une surprise pour eux? Alors en fait, il y a eu une grande surprise pour tout le monde. Enfin, il y a eu plusieurs surprises, hein, mais il y en a une par exemple qui est, c'est que quand on a démarré nos projets, c'était le début comment dire, il y avait eu quand même tout un travail sur les variétés paysannes par le réseau Semences Paysannes. Et à l'époque, on appelait ça les variétés anciennes, donc des populations. Et, euh, et donc, tous les boulangers, bon, évidemment, hein, panifier, c'est différent, etc. Et donc, tous les boulangers, et nous aussi, on s'attendait, notre hypothèse, c'était que le type de variété ancienne versus moderne aurait un effet à la fois sur la biodiversité microbienne, mais surtout sur la qualité du pain. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas d'être ancien ou moderne qui changeait, qu'il y avait un effet variété, mais qu'en fait, l'effet variété, il n'était pas du tout dû à l'histoire. Et donc ça a quand même remis un petit peu en question. Enfin, ça a été quand même contre une. Voilà, on ne pouvait pas utiliser ça en tout cas comme argument pour dire que c'était favorable d'utiliser des variétés anciennes. paysannes. Ouais. Évidemment, il y a un tas d'intérêts écologiques, hein, de maintenir de la biodiversité au champ, pour la capacité adaptative face au changement climatique, pour la résilience, enfin pour des tas de choses. Mais je veux dire, par rapport, c'était pas mieux que des variétés modernes. D'accord. Voilà, donc ça c'est un exemple. Un autre exemple, c'était la mouture. On a fait un projet sur l'impact de la mouture cylindre versus meule de pierre et l'effet donc de cette mouture sur la biodiversité du levain et la qualité du pain. Et en fait, ce qu'on a montré, c'est que ça avait peu d'effet, la mouture. Et ça aussi, c'était pas attendu. Alors après, ça a peu d'effet, je veux dire, sur la biodiversité microbienne et sur les critères de qualité du pain qu'on a regardé. Hein, il faut être précis. Hein. Évidemment, c'est pas la même texture, c'est pas le même toucher, et surtout le boulanger en fait
connaît tellement bien sa matière première, il arrive tellement bien à s'adapter à sa matière première qu'il arrive à faire un produit de qualité, quelle que soit la farine. Il y a aussi ce facteur-là. Mais ça allait quand même aussi contre des hypothèses. Autre chose, en fait, on avait un projet sur le gluten. Et donc, on a mesuré donc, la part de protéines solubles versus insolubles dans les pains. Et nos hypothèses, c'était notamment pour les variétés anciennes, mais aussi pour peut-être pour la mouture, hein, que ça allait impacter les ratios. Et en fait, là encore, on a montré que c'était les variétés qui faisaient la différence, plus que le fait qu'elles soient anciennes versus modernes pour le gluten. Et surtout, on a montré que plus que tout, ce qui comptait pour le contenu en protéines solubles versus protéines insolubles, donc ce ratio-là, c'était le levain. Bien au-delà de la mouture ou de la variété. C'est le ferment qui finalement est le plus fort driver de cette quantité de... Et donc, ferment dans le sens, si on compare levain à levure, dans cette étude-là, c'était ça. Et finalement, le levain, par l'acidité, probablement, favorise l'activité des protéases et donc augmente la quantité de protéines solubles par rapport à la quantité de protéines insolubles. Et cet effet est tellement fort que finalement, nous, dans nos expérimentations, ça masque les autres effets, en tout cas. Donc oui, on a été surpris à plusieurs reprises. Tu nous posais la question, enfin, du retour, enfin, de la comparaison qu'il peut y avoir avec l'entreprise Kéfir Ensemble. Bah, nous, en fait, là, c'est plus de 1000 participants. On n'a pas fait de rencontre, du coup. Ouais, C'est c'est compliqué. pas les mêmes dynamiques. Ah non, c'est pas tout à fait la même dynamique, mais par contre, tout ce que tu dis autour de la co-construction, etc., c'était un peu difficile à mettre en place sur le premier projet, même si ça a été vraiment au cœur d'essayer de converger le plus possible vers la question de résilience qui était, sans être nécessairement une question co-construite, était vraiment la question la plus, on va dire, celle qui revenait la plus fréquemment de contact avec des utilisateurs avant le projet. Euh, mais euh, mais l'idée de la co-construction pendant le projet, bah, qui est en cours, qui est au tiers de parcours à peu près, un peu plus de le tiers du parcours, euh, c'est intéressant parce que nous, pour l'instant, ça vit avec une communauté, un forum, etc. Les gens de ta communauté, d'ailleurs, pourraient tout à fait rejoindre aussi, j'imagine, d'une manière ou d'une autre, ou suivre ce qui s'y passe, où il y a beaucoup de questions qui sont posées, certaines résolues, mais il n'y a pas, pour l'instant, on n'a pas une démarche vraiment de discussion, enfin, de co-construction scientifique à travers ces idées qui émergent. C'est plus pour l'instant un bouillonnement d'idées avec des gens qui expérimentent des recettes, des choses comme ça, etc. Il y a eu des choses qui ont été faites avec le pain, justement, enfin, faire la panification à partir du kéfir, pour voir ce que ça donnait. Il était assez intéressante. Euh, on commence à voir émerger là des choses simplement en observant finalement comment échange la communauté, le passage de l'été, les changements de température, etc. On voit des choses qu'on aurait en restant finalement assez observateur, là, on commence à se rendre compte que ça a un effet clairement sur la qualité des fermentations ou le rythme des fermentations qui a eu lieu. Pas simplement que ça accélère, mais il y a même des baisses d'activité de grains, etc., qui ont l'air de choses qui ont l'air de résonner comme ça et de se répondre et de nous donner des indications. Donc, ça se co-construit en sous-main, mais pas forcément pour l'instant avec des échanges et des ateliers, etc. Mais ça pourrait être quelque chose qui pourrait être organisé à l'intérieur de cette communauté lors des webinaires ou de choses comme ça. Il faudrait y réfléchir. Là, le problème, c'est le volume de gens et comment, du coup, arriver à avoir quelque chose de très constructif en étant aussi nombreux, quoi. Mais Ouais, c'est d'autres outils, mais il y a des outils de recherche participative qui se font justement via le numérique, hein. Moi, je les ouais, connais moins bien, mais il y en a pas mal. c'est Je- clairement quelque ouais, chose sur lequel on peut réfléchir pour l'avenir du projet. Parce que pour ouais. l'instant, voilà. Et du coup, bon, après, on pourra en parler peut-être une autre fois hein, Oui, oui, sur oui, votre oui, projet, peut-être. bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser à Delphine?
Non, voilà, qu'on Au- on arrive sur les dernières là. Il y avait une question par rapport aux protéines solubles, si c'était plus assimilable ou pas. Hein. Oui, alors ben, ça, on ne sait pas. Parce qu'en fait, c'est assez compliqué d'aller jusque-là. Donc, il y a des projets en cours de Catherine Ravel de l'INRAE de Clermont-Ferrand qui travaille à la fois avec un digesteur artificiel et à la fois aussi avec l'INSERM et des cohortes de personnes qui testent les changements du microbiote chez des gens qui ont mangé ou pas du pain ou du pain au levain. Mais ça risque d'être très compliqué parce que ça dépend beaucoup du bol alimentaire. Donc dès qu'on a affaire aux aspects nutritionnels, c'est tout un champ de recherche. Donc nous, on ne l'a pas fait parce que c'est très complexe. Et ça nécessite vraiment des études énormes avec beaucoup, beaucoup de personnes. Parce que ça dépend du bol alimentaire, ça dépend. Donc il faut vraiment des grosses manips avec des régimes, enfin bon. Tout ça juste pour du pain au levain. Enfin, je sais pas comment vous dire. Voilà, il y a d'autres, je pense, priorités peut-être à tester sur le nutritionnel, quoi, pour les médecins. Alors le sol. Alors ce qu'on sait, c'est que, en tout cas, le terroir des blés, le microbiote. Alors on n'a pas fait le sol, hein, mais le microbiote des grains ne contient pas les bactéries et les levures des levains. Donc sur le grain, sur la superficie des grains, on ne trouve pas de blé, on ne trouve pas Saccharomyces cerevisiae, ni Modiosima, ni voilà. Donc a priori, elles ne sont pas là, les bactéries et les levures. C'est pour ça qu'on regarde plutôt dans les environnements naturels ou les sols autour du fournil, plutôt que d'aller dans les champs des paysans boulangers et boulangères avec qui on bosse. Par contre, on montre un effet terroir, un peu comme le vin, sur les arômes du pain, c'est-à-dire que le terroir où est cultivé le blé influence les arômes des pains. Et ça, c'est parce qu'en fait, ça influence les précurseurs aromatiques des levures et derrière, du coup, les arômes des pains. Notamment, il y a des terpènes qui sont produits et qui sont voilà, issus de précurseurs dont la quantité augmente quand il y a une maladie chez la plante. Donc l'état sanitaire de la plante joue sur les précurseurs aromatiques. Mais c'est pas direct, quoi. C'est pas les levures et les bactéries qui passent directement par l'air dans le levain. Enfin, c'est du grain. Enfin, il y a quand même une étude qui montre qu'il y a des bactéries lactiques qui sont endophytes dans le blé, qu'on retrouve dans le grain et pas dans l'enveloppe, à l'intérieur. Mais bon, il n'y en a qu'une seule qui a trouvé ça. Donc, je ne sais pas si c'est une contamination ou si c'est la réalité. C'est possible que ce soit très rare, hein, parce que moi, je dis qu'il n'y en a pas. Quand je dis qu'il n'y en a pas, c'est juste qu'il n'y en a pas au seuil de détection de nos expériences. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça veut dire qu'on n'a pas détecté, en fait. Enfin, c'est du on va pas rentrer dans Ouais. l'étude technique, mais c'est du métabarcoding que vous faites. Ouais, pour le moment, on fait du métabarcoding et après, si on veut étudier les flux de gènes, on fera peut-être un peu de métagénomique sur certains points s'il y a des choses intéressantes, tu vois. D'accord. Ok. Mm. Bon, bah, c'est super, super intéressant tout ça. Euh, hâte de suivre ça. Donc, si n'hésitez pas non plus à nous contacter. Enfin, pour les personnes qui seraient intéressées, qui viendraient de
de la communauté Levain et qui veulent suivre ces séminaires, etc., et qui veulent se faire inscrire à notre newsletter, enfin qui annonce d'autres séminaires, etc., n'hésitez pas à nous écrire. Du coup, il faut qu'ils écrivent à qui? À toi, Alexandra, ou à Contact. toi, Je vais, Jean-Baptiste? On a un mail général. oui, je vais le mettre dans le chat, le Ouais, tu mail, mets dans comme le ça, chat. Ah, va super. être. Comme ça, moi, je leur absolument remettrai. les bienvenus, ouais, pour suivre ces choses-là. Et puis, donc, il y a des séminaires qui sont prévus. Nous-mêmes, on fera un début de restitution un petit peu à mi-projet. Je crois que c'est prévu en décembre, non? Ah, génial. Vous me Pour direz. commencer à, ouais, pour commencer à dire ce qu'on voit, ça sera préliminaire. Là, en fait, moi, depuis le Ah, départ, super. alors Alexandra m'a donné les chiffres tout à l'heure, mais je les ai perdus. Je suis à peu près, il y a à peu près 250 personnes qui nous ont envoyé euh, des, Les 50 cycles. ouais, voilà, les 50 cycles, c'est-à-dire après 50 fermentations, l'évolution de leur grain, et une vingtaine, à peu près un petit peu moins, qui sont au centième. Donc, ceux qui ne sont pas là, pas de panique, continuez à votre rythme, il n'y a pas de, il y a pas de souci. Là, on arrive un peu dans le bulk des 50, hein, c'était à peu près ce qui était prévu. Les premiers, ceux qui faisaient les choses à peu près en 48 heures, etc. Mais ça va s'étaler encore quelques mois et ça suit son cours. Donc, on a décidé de pas attendre la fin. Là, on est curieux de voir, de commencer à regarder un petit peu si, voilà, il y a une diversification par endroit. Euh, en maillant un petit peu le territoire des grains. On commence à se rendre compte un peu de ce à quoi on peut s'attendre. Donc voilà, fin décembre. Ce sera le cadeau de Super. Noël du projet Kéfir Ensemble. Génial. Et du coup, le prochain, vous avez déjà programmé vos prochains séminaires en octobre et en novembre? Alors, je Alors, sais pas s'ils sont calés. Ouais, Alex, vas-y, Alex. en novembre, ce sera Christophe Labelle. Voilà. Et en octobre, j'attends confirmation, donc je devrais savoir ça assez rapidement. Et tu vas parler de quoi, Christophe? Bah, de cuisine, évidemment. Ouais. Solide et liquide. Cuisine solide, cuisine liquide et le kéfir dans la cuisine. Et puis pas que le kéfir, parce que ça amène beaucoup d'autres choses. Mais on parlera de la fermentation de manière un peu générale en cuisine et en boisson, quoi. Est-ce que vous savez, il y a un festival à Montpellier sur les fermentations, là, le 12-13 octobre. Festival des fermentations? Ouais, le Ouais. 12-13 octobre à la Halle Tropisme, il y a un festival fermentation organisé par une association qui s'appelle Fervent Ferment. Ouais. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette asso. Peut-être ils t'ont demandé de venir, non, Christophe? Parce Ouais, que je sais il m'en qu'ils ont avait. demandé à pas mal de gens d'un peu partout. Ouais, j'ai vu, effectivement, j'avais vu passer le truc, mais je ne pourrais pas y aller. Bon, enfin, s'il y en a qui sont encore là avec nous et qui sont près de Montpellier, voilà, c'est à Montpellier, le 12-13. On va voir. Super annonce. Et on va conclure. Ouais, ça marche. Ça marche? Bah, merci encore 1000 fois, Delphine. C'était super Bah, intéressant. merci, Il y a eu plein de choses merci à dans le vous, chat. hein. Je C'était pense que trop ça a été sympa. bien apprécié. Bah, tant mieux. Bah, Euh, plaisir. et puis, Bon, voilà, on on se tient au échangera courant. bientôt. Absolument. Ouais, on échange bientôt. Merci beaucoup en tout cas de l'invitation. Merci à toi. Merci Merci à toi. Delphine. Ciao. Et bonne Bye soirée à bye. tout le monde. Ouais, Bonne bonne soirée. soirée. Merci, Ciao. bye bye.